Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Vue du Nîmes, le talk show de l'Université de Nîmes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de cette émission et on se retrouve comme habituellement avec Benoît Roig, le président de l'université. Bonjour Benoît, bonjour Yannick. Aujourd'hui ça va très bien, journée ensoleillée, pas mal d'animations sur le site. Oui, c'est vrai que c'est une semaine chargée, enfin quelques semaines bien chargées en termes d'animation. On retrouve également Nicolas Leroy, le vice-président administration, finance, relations internationales, animateur de Le Roi de l'Histoire, présent également aujourd'hui. Bonjour Nicolas. Yannick. Merci. Alors ça va bien aujourd'hui. Il y a des peut-être. Qu'est-ce qu'on pourrait dire la semaine prochaine? Le Roi de l'Histoire. Ouais. C'est quoi la thématique? Exceptionnellement jeudi d'ailleurs. Jeudi, pas oui. Mardi, mais jeudi, et on va parler des mangas et de l'histoire dans les mangas. Ah mais c'est l'épisode crossover avec Fabula Juris, notre Fabula émission Juris, de vulgarisation tout à fait, juridique. un premier crossover. C'est ça. Il y a eu peut-être déjà eu sur Twitch un crossover précédemment, je me souviens plus chez nous. Je sais pas. Vous avez fait un vendredi de la recherche. Ouais. Mais bon, c'est pas vraiment un crossover. Donc, on retrouvera donc Diego da Silva et Nicolas Leroy jeudi prochain pour à 18h. On fera les annonces. Tout à fait. Vous retrouvez ça sur les pages Facebook. Et salut Luc sur le chat. Ensuite, autour de la table, nous retrouvons notre habituée Iselis Pernaut, chroniqueuse culture et littérature de notre magazine. Bonjour Iselis, comment ça va? Bonjour, ça va très très bien. Merci d'être là en tout cas, et donc on retrouvera votre chronique dans la deuxième partie de l'émission un petit peu plus tard. Donc aujourd'hui nos deux premiers invités sont Ataberk Baxi et Charlotte Buono, qui sont présents tous les deux pour nous parler d'un événement qui a lieu aujourd'hui. Merci tous les deux d'être présents pour cette émission, et donc je vous propose de passer à la première rubrique de cette émission, et la rubrique c'est Unime Actu, avec un petit jingle, s'il... Alors, l'actualité du moment, on a parlé avec Benoît, effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'université ces jours-ci. Donc, quelques mots tout d'abord pour quelques petits événements qui vont avoir lieu. Donc, sachez qu'aujourd'hui, enfin hier et aujourd'hui, il y avait le don du sang présent sur site. Donc vous avez encore jusqu'à aujourd'hui 17h pour aller donner votre sang, n'hésitez pas. C'est un partenariat donc avec l'établissement français du sang et le Lions Club qui sont présents et qui vous accueillent très chaleureusement pour ce don du sang. Et une bonne collation. La collation est extraordinaire. Vraiment, n'hésitez pas à y aller, ça vaut le détour. Il y a vraiment d'excellents produits. Donc n'hésitez pas, allez-y. Aujourd'hui on retrouve aussi le créathlon. Donc c'est un événement de l'université qui invite des étudiants à venir se former et se tester sur des exercices de création d'entreprise. Donc ça a lieu pendant toute l'après-midi aujourd'hui. Un peu plus tard dans la semaine, on retrouve donc samedi la Color Run organisée par l'Asso Master Droit Public pour la lutte contre l'endométriose qui est organisée. Vous retrouvez aussi toutes ces infos sur le site web de l'université. Et un peu plus tard, donc mardi prochain, le 19, donc en fin de journée, à 18h ou 19h, je sais plus, 18h je crois, on retrouve le live en question. Donc c'est un live organisé sur la chaîne YouTube Écran de Savoir, qui porte sur c'est un quiz qui oppose deux associations étudiantes et les participants, quels qu'ils soient, qui assistent à l'événement. Autour, là, la thématique sera l'histoire, enfin ce sera le droit romain, la thématique cette fois-ci. Alors n'hésitez pas à vous retrouver toutes ces actus sur l'appli Unime Campus également, donc n'hésitez pas à vous connecter sur l'appli pour voir toute cette actu. Et Yannick, il y a également aujourd'hui, dès 16h, un événement sur l'identité de genre et les orientations sexuelles avec des stands dans la cour de Vauban et puis une conférence ouverte à tous à partir de 18h là aussi. Tout à fait. Je ne pouvais pas rêver de meilleure transition pour nos deux invités qui sont là pour parler de cet événement justement. Donc cet événement qui a lieu aujourd'hui sur les identités de genre et les orientations sexuelles. Donc rebonjour à vous deux. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet événement? Qu'est-ce que c'est? Quels sont peut-être les principaux événements qui nous attendent aujourd'hui? Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux commencer, Charlotte, avec la cérémonie? Alors, ça commencera à 16h par
Donc c'est un événement sur les orientations, comme vous dites, de genre et d'orientation sexuelle. Et ça commence à 16h, on va aller dans la cour centrale. On peut se trimballer de stand en stand afin de voir par exemple le stand de violentomètre ou d'autres stands et d'en apprendre un peu plus pour soi ou pour autrui sur ces thématiques. À la fin, il y a même des cadeaux à gagner à la fin du petit parcours. Et ça, c'est de 16h à 18h. Oui. Ensuite, il y a un événement de 16h30 à 16h30. Oui. Voilà, oui. je te laisse, En fait, on organise un atelier de partage d'expériences de vie LGBTI+ au campus. Du coup, en fait, les étudiants vont avoir l'occasion de discuter de différentes problématiques à la fac, après comment on peut développer des choses dans la faculté, par exemple, pour inclure le plus possible la vie LGBT aussi dans la vie de campus. Du coup, en fait, c'est Charlotte et moi qui vont animer cet atelier. Ça sera dans la salle de danse ici dans le site de Vauban. Voilà, aussi après, entre 18h et 19h, il y aurait une conférence de Laurent Guessa. Il est un sociologue et il travaille surtout sur la socio-anthropologie de la sexualité. Du coup, il va nous faire une petite conférence dessus. Mais juste avant, il y a aussi une projection de témoignages des jeunes LGBTI, aussi des témoignages sur la LGBTI-phobie en visio, en ligne. Et une dernière projection, c'est sur la campagne d'inclusion d'une association. Voilà, principalement, ce sont des événements qu'on envisage cet après-midi. Ouais. Merci pour cette présentation et puis merci aussi pour l'organisation de cet événement. On salue aussi Elodie Charbonnier, bien sûr, hein, qui porte aussi l'événement. Peut-être une petite question complémentaire pour vous. On voit tout l'intérêt de l'organisation de ce type d'événement au sein de l'université. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous avez décidé de vous impliquer sur ces thématiques-là? Qu'est-ce qui vous concerne et pourquoi vous avez fait ce choix-là d'aller prêter main forte pour l'organisation de cet événement? Je te laisse. D'accord. En fait, pour moi, ça touche un peu. C'est à cause des raisons personnelles pour moi parce que ça fait partie aussi de mon identité. Tout d'abord, c'est pour ça que je suis impliqué. Aussi, je suis étudiant étranger en France, du coup je viens de la Turquie et je viens d'Istanbul. Et là-bas, en fait, la vie LGBT, c'est très compliqué, mais quand même, on a un mouvement assez puissant. Donc, j'étais aussi impliqué là-bas dans une association LGBTI qui aidait en fait aux étudiants, aux gens LGBTI avec les aides psychosociales, en organisant des ateliers d'inclusion où on parlait des problématiques et tout. Du coup, voilà, je suis déjà impliqué dans le sujet, c'est pour ça que je voulais m'impliquer aussi en France. Voilà. Merci. Oui, donc c'est à moi. Moi, je suis concernée aussi par rapport à mon identité plus sexuelle que de genre. Mais je ne rentrerai pas dans les détails, mais je pense globalement que c'est important en fait d'avoir un espace safe où les gens apprennent des choses, communiquent entre eux et elles et pour qu'on puisse vaincre au mieux qu'on puisse les discriminations de tout genre. Et les discriminations de genre et sexuelles, elles font partie des discriminations, c'est une partie du grand iceberg des inégalités qui structurent la société. Oui, complètement. Et ce qui est certain, c'est que ce genre d'événement, comme celui qui est organisé aujourd'hui, ça contribue très fortement à lutter contre les discriminations, à communiquer et à informer toutes les personnes sur ces discriminations, sur les différences des uns des autres. Donc ça aide vraiment beaucoup. Vous allez être mobilisé sur certains ateliers en particulier, j'ai cru comprendre. Oui, c'est ça. En fait, cet après-midi, on a un atelier de partage d'expérience avec les étudiants au site de Vauban. D'accord. Voilà, oui, tout se passe sur Vauban. Hein, oui, c'est ça. Pour préciser, exactement. Et pour rebondir, je trouve que c'est très intéressant ce que vous dites parce que c'est par aussi l'éducation et donc
souvent on discrimine parce qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et quand l'université organise ce genre d'événement, ça permet de connaître. Et quand on connaît, on n'a plus peur. Donc on discrimine moins. Enfin, oui, complètement. Non, mais c'est très juste, c'est très juste. Ouais, et si je peux me permettre, c'est en plus le moyen de faire connaître les outils qui sont en place à l'université, qui ne sont pas forcément connus par tous les étudiants. On a parlé tout à l'heure d'Élodie Charbonnier. Élodie Charbonnier est référente anti-discrimination de l'université. Et donc elle est à disposition de tous les étudiants qui pourraient se trouver en difficulté pour une raison X ou Y. Ça peut être des questions de prénoms sur lesquelles on a pas mal travaillé en mettant en place une charte de changement des prénoms au sein de l'université. Ça peut être des questions très diverses et donc elle a un mail, référent.discrimination au singulier @unim.fr, et la référente discrimination vient compléter une référente égalité cette fois-ci, notamment égalité femmes-hommes bien sûr, qui est Sarah Levigourou, et donc elle aussi a une adresse mail institutionnelle référent.égalité au singulier @unim.fr. Donc là il ne faut pas hésiter, les étudiants qui auraient besoin d'informations, qui auraient des difficultés qu'ils rencontreraient à l'université ou même en dehors de l'université pour avoir un accompagnement, il ne faut pas hésiter à les contacter. Oui, c'est vraiment important d'avoir la connaissance des dispositifs qui existent aussi, et ça, voilà. Cet événement permet aussi de les mettre en lumière, et c'est une excellente chose. Est-ce que s'il y a d'autres questions sur le chat, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions aussi directement, on les transmettra. Moi je vous ai juste là, donc je vois tout ça, n'hésitez pas. Juste une petite remarque, c'est tout d'abord remercier nos étudiants parce que l'établissement est très ouvert à communiquer un maximum, à informer un maximum sur, j'allais dire tout et n'importe quoi, c'est pas tout à fait ça, mais en tout cas sur tous les sujets qui peuvent toucher le développement et la vie de nos étudiants. Mais encore faut-il derrière qu'il y ait des étudiants qui portent ces initiatives. Et l'établissement ne pourrait pas être porteur, ne pourrait pas être, on se veut inclusif. On veut que toutes les personnalités, toutes les personnes puissent s'investir et puis surtout s'épanouir à l'université. Mais encore faut-il qu'il y ait des étudiants comme vous qui venez vous investir, prenez sur vous aussi parce que ça ne doit pas être facile au départ, je suppose. Et voilà, donc pour l'établissement, vraiment un grand merci parce que oui, l'établissement est grandi de pouvoir organiser des événements de ce type-là, mais il l'est surtout parce que c'est vous qui êtes à la manœuvre et voilà, je voulais vraiment du fond du cœur vous en remercier et faire un appel aussi à d'autres étudiants, voilà, s'il y a des actions ou des causes que les uns et les autres veulent soutenir, mais en tout cas l'établissement est prêt à les accompagner à la mesure de ce qu'il peut faire. Super, merci. Pour info, vous avez sur le chat les adresses des référents qui ont été postés. Merci Gaël pour ce post. Merci à vous deux pour votre venue sur cette émission. N'hésitez pas à nous tenir informés de toutes les actions que vous pourriez conduire dans l'établissement. On serait ravis de vous accueillir à nouveau dans cette émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Et très belle journée. Le temps va permettre. C'était presque pas stressant comme C'est bien, c'est l'objectif. On est entre nous, tout se passe bien. On va vous libérer. Merci beaucoup de votre venue. Et puis nous, on va continuer notre émission pour la suite avec deux intervenants qui vont entrer dans le... N'ayez pas peur du bruit de la chaise quand même, ça fait un peu de bruit, c'est pas très grave. Donc on va poursuivre cette émission traditionnellement avec l'ensemble des rubriques qui vont se succéder. Et donc aujourd'hui, on reçoit une invitée de marque qui est donc Bérangère Legoedec-Morel, qui est juge d'application des peines à Alès et qui nous fait donc la joie de sa visite sur notre modeste plateau. Bonjour Madame Legoedec-Morel. Bonjour, écoutez, je suis enchantée, merci pour votre chaleureux accueil. Mais avec grand plaisir. Et donc à côté, on retrouve aussi Tom Servière, notre chroniqueur Instant Geek, qui prendra la parole en toute fin d'émission. Salut Tom. Salut.
Je vous propose de continuer cette émission avec notre invité Bérangère Le Beau-Évêque Morel. Je vais vous proposer de vous présenter un petit peu parce qu'en fait vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Jusqu'au bout de mes peines, qui est sorti à l'automne dernier et qui est une belle réussite puisqu'il est déjà en rupture de stock. Donc assez difficile de se le procurer aujourd'hui, mais très rapidement on le retrouvera dans les bonnes librairies. Donc moi j'ai lu ce livre et du coup je vais vous proposer de faire une petite présentation en toute modestie parce que je ne suis pas du tout chroniqueur littéraire Vous êtes un peu juriste quand même. Je suis un peu juriste, donc j'ai pu comprendre, mais pour les chroniques c'est moins évident. Donc vous êtes l'auteur de ce livre qui est donc Jusqu'au bout de mes peines, je vous rappelle le titre qui est paru chez Henrik Éditions. Donc pour comprendre ce qu'est ce livre, je pense qu'il faut d'abord comprendre ce qu'est votre métier. Et donc votre métier c'est JAP. Vous êtes JAP et JAP c'est l'acronyme pour juge de l'application des peines. Votre travail vous le présentez vous comme cela. Donc vous expliquez dans votre livre que quand une condamnation est prononcée à l'encontre d'une personne, c'est le rôle du juge de l'application des peines, le JAP, de superviser la manière dont la peine va être appliquée. Ce juge décide notamment de la manière dont une peine privative ou restrictive de liberté est exécutée. Il peut accorder d'éventuelles réductions de peine, il oriente et contrôle le parcours de peine des personnes condamnées. Donc là, je reprends texto votre ouvrage. Dans ce livre, vous accompagnez le lecteur dans votre quotidien de magistrate. Il se présente sous la forme de chroniques au cours desquelles vous présentez les affaires qui arrivent devant vous. Je dis les affaires, mais finalement, je devrais dire des personnes. Parce que ce qui est intéressant, c'est que vous relatez le parcours de personnes condamnées pour qui vous devez vous prononcer sur les modalités de l'application de leur peine. Vous nous racontez ainsi les parcours de Théo, Joris, Yann ou encore de Madame Schmitt, condamnés pour violence, vol, conduite en état alcoolique ou encore infraction à la législation des stupéfiants. Vous racontez aussi toute la difficulté que représente votre métier entre questions autour de l'utilité de la peine et dilemmes moraux qui sont quotidiens dans votre activité. Donc ce livre, à qui s'adresse-t-il? Je pense que cette question est importante, parce que moi je l'ai ressenti très fort en le lisant. On pourrait croire qu'il faut avoir une formation juridique pour lire ce livre, qui d'ailleurs est classé souvent dans les rayons droit des librairies. Mais c'est pas vraiment le cas. C'est pas vraiment le cas. Alors peut-être qu'effectivement, il faut avoir un peu d'intérêt pour l'organisation judiciaire, sinon je pense que de toute façon, on ne va pas s'orienter sur ce genre d'ouvrage. Mais sans avoir de formation juridique, mais en s'intéressant à l'organisation judiciaire, à l'organisation des prisons, à un petit peu toutes ces thématiques-là, c'est vraiment suffisant. Il est très très abordable. Je vais vous proposer un petit extrait, un court extrait, je ferai très court pour cette chronique, pour vous montrer un peu le style de rédaction et pour expliquer que vraiment c'est abordable. Donc là vous parlez, c'est en tout début de livre, je crois que c'est la première chronique, oui, ça doit être ça. Vous parlez du moment où vous allez recevoir une personne qui a été condamnée, donc un homme condamné, qui est un peu connu pour ses réactions assez violentes. Et donc vous racontez votre arrivée au palais de justice. Parvenu au palais de justice et ayant gagné mon cabinet, je vis avec étonnement mon greffier ranger précautionneusement dans un tiroir tous les objets de décoration que j'avais placés sur mon bureau la veille, ainsi qu'agrafeuse et ciseaux. Après l'avoir interrogé du regard, il m'indiqua le faire par précaution. Ambiance. Donc c'est vraiment au-delà, je trouve ce passage est bien parce que c'est un des premiers passages où vraiment on est happé en fait, par l'histoire. On se dit finalement ça va pas être une chronique très judiciaire, juridique et technique. On va avoir vraiment le quotidien d'une magistrate qui est raconté. Donc ce livre est facile à lire, il est instructif. Vous répondez avec une profonde honnêteté aux critiques du système judiciaire français et notamment aux questions de mauvaise application des peines qui se posent régulièrement dans les médias généralistes. À noter, chose assez étonnante, vous êtes capable de citer Charles Dumercy, Paul Ricoeur, mais aussi de vous inspirer des meilleurs titres de Trust, oui, le groupe de rock. Et donc c'est assez intéressant. Je vous propose un dernier extrait. Et ça ira très vite aussi. Alors je l'ai trouvé intéressant parce que c'est un petit peu l'appréciation que vous avez sur votre métier.
Si j'en avais déjà conscience, j'en ai désormais la certitude. On ne peut exercer notre profession et une fonction comme celle de juge de l'application des peines sans bénéficier d'une réelle stabilité émotionnelle et d'une vie personnelle ou familiale la plus solide et sereine possible. Nous sommes confrontés à une incessante violence et nous exerçons nous-mêmes une forme de violence, celle de la loi. Il ne faut pas être pusillanime, velléitaire, indécise, pas plus qu'impulsive, téméraire, audacieuse, autoritaire. Et j'ai trouvé que c'était, bon, c'est un peu plus loin dans le livre, mais ça récapitule bien tout l'esprit en fait de la fonction que vous nous expliquez au cours de cet ouvrage. En bref, j'ai beaucoup apprécié cette lecture, à la fois simple et sans concession. Je la recommande sans réserve. Et d'ailleurs, pour les étudiants, la BU s'est procuré certainement un des tout derniers exemplaires, puisqu'il est arrivé mardi, et il sera disponible à l'emprunt très prochainement, dès que Iselis l'aura rendu, je pense. C'était voilà. hier. C'était hier. Normalement, il est disponible. Il est déjà disponible, merci. Il le sera demain matin au plus tard. Voilà. Merci Iselis. Donc voilà pour cet exercice dans lequel je ne suis pas forcément très à l'aise, mais je trouvais ça important de le faire, parce que j'ai trouvé l'ouvrage vraiment très agréable et instructif. Donc je vous propose pour la suite de passer à la rubrique de l'interview présidentielle pour aller un petit peu plus loin dans les échanges. Merci Yannick. Alors oui, c'est la tradition, le président qui interview. Alors ça va être un peu plus facile à suite à ce que vient de faire Yannick, puisque bien évidemment la première question c'est vos impressions sur le livre, c'est comment en êtes-vous arrivé à vouloir écrire un ouvrage sur votre quotidien en fait. Alors, je remercie vraiment Yannick parce que je trouve que son résumé est vraiment à l'image du livre, c'est tous ces messages que j'ai voulu faire passer. Alors pourquoi écrire ce livre? On pose souvent la question. Il a mis vraiment du temps cette idée d'écrire un livre a mis du temps à sortir dans mon esprit. J'ai pris l'habitude pour des revues purement juridiques de faire des articles, des chroniques, notamment pour la Gazette du Palais, mais souvent on est limité en nombre de signes, en nombre de caractères. Alors c'est intéressant parce que ça oblige aussi à avoir une idée un petit peu synthétique et aller à l'essentiel. Mais je me suis prise un petit peu au goût d'écrire sur mon métier. Et puis au fur et à mesure, j'ai senti la nécessité d'écrire, plus on se rapprochait d'ailleurs des présidentielles, parce que dès qu'on arrive à des campagnes électorales quelles qu'elles soient, et d'autant plus celles qui concernent effectivement le poste de président de la République, très souvent la question de l'insécurité et de la justice, qui est rattachée à cette question de l'insécurité, revient. Et nombre de fois où je peux entendre en France les peines ne sont pas exécutées, venant d'hommes politiques, je trouve ça un petit peu difficile à l'entendre, et cette idée se propage dans le grand public, et ça après ça peut être un petit peu plus compréhensible parce que ces personnes n'ont pas les outils pour comprendre véritablement ce qu'il en est. Et j'ai voulu à travers ce livre casser cette idée qu'en France on n'exécute pas les peines, et j'ai voulu dire aux gens, voilà comment on exécute en France les peines, et expliquer les différentes peines qui peuvent être prononcées en France, et la manière dont on les applique, les difficultés en tant que juge d'application des peines que je peux rencontrer effectivement dans le déroulement d'une peine, et bien évidemment les limites aussi à nos actions. Donc, je ne voulais pas faire un livre pour expliquer au grand public, voilà le travail de l'institution judiciaire sur l'application des peines est excellent, mais voilà comment on travaille, voilà les outils, voilà les difficultés que je peux rencontrer, et surtout voilà aussi les questions en tant que juge d'application des peines que je peux me poser, et donner au grand public les outils pour ensuite se forger leur propre réflexion, leur propre avis sur cette question d'application des peines. Donc ça a mis du temps, et j'ai mis pratiquement 2 ans et demi à l'écrire, parce qu'au départ, je n'avais pas trop le format, je ne savais pas trop comment exprimer ma pensée. Et j'ai trouvé ça finalement intéressant de partir sur des portraits de quelques personnes condamnées que j'avais donc eu l'occasion de suivre. Bien évidemment, j'ai anonymisé l'ensemble des portraits, mais ça m'a permis effectivement, à travers ces portraits, d'avoir aussi ma propre réflexion sur mes fonctions et sur l'application des peines en France. Alors, merci. Alors, moi, j'ai pas encore lu l'ouvrage, mais une question que je me pose régulièrement, c'est que vous devez faire appliquer une peine qui est prononcée par une juridiction qui n'est pas la vôtre, forcément. En tout cas, ce n'est pas votre décision, vous devez appliquer. Et alors, moi, en tant que grand public, parfois, on regarde, on lit des affaires, et puis on se dit, mais on n'est pas forcément d'accord, ou en tout cas, à notre niveau, vraiment
très modeste, non juridique, on se dit, on trouve que c'est beaucoup ou pas assez, etc. Est-ce que vous avez, comment vous faites vous? Parce que vous devez avoir aussi, puisque vous êtes magistrate, vous devez avoir peut-être votre opinion aussi sur l'affaire et sur la peine qui est prononcée à l'encontre du prévenu. Alors parfois, peut-être vous êtes en accord, parfois vous êtes en désaccord. Comment on arrive à gérer en fait le fait d'appliquer une peine que nous, en tant que magistrats, on n'aurait pas forcément prononcée? Alors, il est assez rare finalement quand j'ai un dossier, évidemment je suis saisie d'une peine qui peut être une peine d'emprisonnement ou de réclusion, puisque je suis saisie également des personnes qui ont été condamnées par les cours d'assises. Et essentiellement, mon activité, ce sont des peines qui ont été prononcées par le tribunal correctionnel et de temps en temps le tribunal de police. Il est vraiment rare où à la lecture du dossier, je vais être très étonnée de la peine qui aura été prononcée dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs, considérant qu'elle est trop sévère ou pas assez sévère. Une peine d'ailleurs n'a ni à être sévère ni à être bienveillante, elle doit être tout simplement juste. On est là pour appliquer la loi et adapter la loi à la personnalité des peines qui sont poursuivies devant les juridictions de jugement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une peine, elle va vivre. Effectivement, une cour d'assises va prononcer une peine, un tribunal correctionnel va prononcer une peine, et une fois qu'elle arrive dans mon bureau, dans mon cabinet, je peux quasiment tout détricoter pour réadapter la peine à la situation de la personne au moment où elle est dans mon cabinet. C'est pour ça qu'on a la possibilité d'aménager des peines. Donc il n'est pas rare qu'une personne qui a été condamnée, alors aujourd'hui le seuil maximum, le quantum est de 12 mois d'emprisonnement, va absolument pas aller en détention et va pouvoir aménager sa peine sous différentes modalités. Donc la peine n'est pas figée, donc elle va vivre en fonction de l'évolution de la personne. Et vous comprendrez bien qu'une personne qui va évoluer positivement, c'est-à-dire qu'elle ne commet plus d'infraction, elle va manifester des efforts d'insertion, on va effectivement l'accompagner et adapter sa peine pour lui éviter le cas échéant l'incarcération et l'aider effectivement dans ses efforts d'insertion, notamment professionnelle ou plus globalement d'insertion sociale. Donc une peine, elle vit et elle n'est pas figée. Et pour revenir un petit peu à votre question initiale, en règle générale, en tout cas venant des juridictions de jugement telles que le tribunal correctionnel, ce sont des peines qui sont prononcées par des professionnels. Et voilà, on a globalement dans chaque juridiction une jurisprudence, et au niveau national aussi une jurisprudence, et donc il est rare quand même qu'une peine qui soit prononcée soit absolument pas adaptée à la fois à la nature des faits et à la situation des personnes. Est-ce que vous avez des interrogations, je veux dire, pour pas dire crainte, si vous avez un prévenu qui a pris par exemple 6 mois ou 12 mois de prison ferme, qu'avec vous le laissez en liberté de manière adaptée, est-ce que parfois ce genre de décision, je dis voilà, est-ce que vous dormez bien la nuit? Je ne dors pas toujours très bien. En fait, on est en tant que juge de l'application des peines, magistrat en général, mais juge d'application des peines en particulier, notre fonction est de prendre tous les jours des risques. C'est-à-dire que je prends des décisions, une dizaine, vingtaine, trentaine de décisions par jour. Dès que j'ouvre un dossier, je vais prendre une décision, c'est-à-dire que je vais l'orienter dans un sens comme dans un autre. Mon souhait, effectivement, on le voit, il y a des études qui le démontrent, mieux vaut arriver à faire exécuter une peine à l'extérieur des murs de la prison que derrière les murs d'un centre pénitentiaire ou d'une maison d'arrêt. Le risque de récidive, il est moindre pour les personnes qui exécutent le peine à l'extérieur. Pour autant, dans certains cas, quand les peines sont effectivement importantes et que les faits sont extrêmement graves, la peine elle est là aussi pour sanctionner, neutraliser la personne et protéger la société. Donc à un moment, malheureusement, le passage en prison, il est indispensable. Mais pour les peines on qualifie ça de courtes peines en règle générale, c'est-à-dire les peines aujourd'hui inférieures à 12 mois, qui sont des peines effectivement qui sont aménageables. L'effort que je dois faire avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation, je ne travaille pas toute seule, c'est d'arriver à maintenir à l'extérieur cette personne pour qu'elle puisse exécuter sa peine à l'extérieur. Et ça, c'est toujours un risque que l'on prend, parce que c'est vrai que par facilité, je pourrais aménager aucune peine et puis mettre une personne en détention et je dormirais effectivement mieux. Mais j'essaye effectivement de m'assurer que, la personne est en capacité de respecter le cadre judiciaire que je vais lui contraindre, de mettre en place suffisamment d'outils pour le surveiller et m'assurer effectivement que le risque de récidive ne sera pas élevé.
Et dans certaines situations, malheureusement, il y a un risque de récidive et de nouvelles victimes. Le risque zéro, malheureusement, c'est, je pense, très très difficile pour le grand public de l'entendre, mais c'est une réalité. Par contre, c'est un risque maîtrisé, on est des professionnels, donc on arrive à véritablement voir dans quel cas on peut faire confiance à la personne et dans d'autres situations où au contraire le risque il est trop élevé et dans ces cas-là, on va refuser effectivement d'accompagner à l'extérieur cette personne. Pour vous donner une idée sur Alès, alors j'ai un taux qui est relativement important, comme à Nîmes d'ailleurs, vous comprendrez très bien au regard de la surpopulation de la maison d'arrêt de Nîmes, j'ai un taux de 85 à 86% d'aménagement des peines d'emprisonnement. Donc c'est un taux qui est quand même relativement élevé, puisqu'effectivement on a de grandes difficultés avec la maison d'arrêt de Nîmes, avec une surpopulation de 140% du taux d'occupation en moyenne. Donc mieux vaut arriver à travailler avec la personne extérieure, parce qu'on sait qu'une fois que la personne va être incarcérée à la maison d'arrêt de Nîmes, elle n'aura pas l'accompagnement nécessaire, malgré toute la bonne volonté des services pénitentiaires d'insertion et de probation qui travaillent à la maison d'arrêt, pour accompagner et surtout accompagner la personne, parce qu'une personne, heureusement, au bout d'un moment, sort. Et donc le plus important, c'est d'accompagner à la sortie de détention les personnes pour qu'elles ne retombent pas dans la délinquance. Et ça, c'est quand même très difficile quand vous avez autant de monde en détention. Vous disiez, vous traitez 30 à 40 dossiers par jour? Alors ça c'est une moyenne. Oui, pour vous donner une idée, 900 personnes dans mon cabinet qui sont en train d'exécuter une peine et quasiment une centaine de bracelets électroniques. Donc c'est énorme. C'est sûr que quand je suis arrivée à Alès, l'activité pénale était moindre. J'avais 640, 650 dossiers, ce qui peut paraître beaucoup, mais c'était quelque chose qui me permettait véritablement de faire un travail, j'allais dire, presque de la haute couture. Comme je l'indiquais à mon greffier il n'y a pas longtemps, maintenant à 900 dossiers, on tombe sur le prêt-à-porter parce que je ne peux plus avoir la même rigueur sur tous les dossiers. Donc je suis obligée effectivement de veiller à identifier les situations les plus sensibles et les dossiers les plus compliqués pour éviter effectivement, comme vous l'indiquiez tout à l'heure, de prendre de mauvaises décisions. Mais sur 900 dossiers, je ne peux pas avoir le même temps consacré à ces dossiers, à chaque dossier, et la même rigueur. Donc c'est une vraie difficulté. Je pense que vous avez dû entendre parler du mouvement de novembre-décembre des magistrats. C'était une pétition qui a été quasiment signée maintenant par 90% des magistrats. On n'est pas suffisamment de magistrats en France pour pouvoir effectivement assumer toutes les tâches qui nous incombent aujourd'hui. Ça, c'est une réelle difficulté. Un JAP, un JAP, c'est autre chose, le JAP. ça travaille tout seul. J'ai attendu un greffier. Alors, automatiquement, tout magistrat, on travaille avec un greffier, on ne peut rien faire sans un greffier, c'est lui qui est le garant de la procédure notamment. En tant que JAP, je travaille avec aussi le parquet, notamment le parquetier qui est en charge de l'exécution des peines. Et puis surtout, je travaille avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Alors, ils ne sont que 6 à Alès, donc ce qui n'est pas énorme. Donc ils se répartissent tous les dossiers et ils ont un suivi, on va dire, beaucoup plus régulier que moi. Ils les convoquent régulièrement, vérifient effectivement que toutes les obligations que je leur impose sont bien respectées. Et je vais dire que je vois les personnes qui passent dans mon cabinet, c'est ce qui transparaît dans le livre, c'est en règle générale des personnes effectivement qui, à un moment ou à un autre, n'arrivent pas à respecter les obligations judiciaires auxquelles elles sont contraintes. Et moi, je les vois pour leur rappeler leurs obligations et le cas échéant, pour arriver à une audience où, malheureusement, elles sont sanctionnées. La sanction, quand un juge d'application des peines prend une sanction, ça veut dire que je l'incarcère automatiquement parce que là, la personne n'a pas été en capacité de respecter tous les cadres qui s'imposent à elle. Alors, pour nos étudiants qui nous regardent ou nous regarderont en replay, comment en êtes-vous arrivé là? En fait, quelle est votre formation? Comment on devient juge d'application des peines? Alors, juge d'application des peines, c'est un juge spécialisé, mais qui fait partie du corps de la magistrature. Donc c'est un métier passionnant. Donc moi, j'incite tous les étudiants à aller le cas échéant dans les tribunaux, voir comment on travaille, pour se donner une idée un petit peu de métier. Mais vous avez énormément de métiers en tant que magistrat. Vous pouvez être magistrat du siège, magistrat du parquet.
donc travailler avec un procureur de la République, ou alors effectivement magistrat du siège. Magistrat du siège, la différence c'est que le juge prend les décisions, c'est lui qui va trancher et fixer la solution d'un procès. Donc on peut travailler sur des matières purement civiles ou sur des matières purement pénalistes, et juge d'instruction, juge des enfants, juge d'application des peines. Mais vous avez également le juge d'affaires familiales qui va trancher les divorces ou fixer des modalités pour les enfants lorsque les parents se séparent. Donc vous avez une variété de fonctions très, très intéressantes. Et pour arriver à être magistrat, il faut passer le concours de l'École nationale de la magistrature qu'on peut passer après 4 années de droit. Mais en règle générale, c'est souvent après 5 et une année à l'Institut d'études judiciaires pour effectivement être en capacité d'obtenir ce concours qui est certes difficile, mais qui est quand même accessible quand on a vraiment la volonté de dépasser. Et donc, avant votre poste précédent, avant JAP, alors avant d'être JAP, j'étais juge aux affaires familiales au tribunal à l'époque de grande instance puisqu'on parle maintenant de tribunaux judiciaires, à Évreux, et présidente de correctionnel. Moi je suis une jeune juge puisque j'ai un passé, on va dire, je travaillais pendant 10 ans en tant que juriste en droit privé, donc j'ai une vie professionnelle avant d'être magistrat, et qui n'est pas complètement inintéressant aussi, parce que ça permet aussi d'avoir une vision un petit peu haute de la société et du monde professionnel et du monde de l'entreprise. Donc moi je pense que ça peut être un atout, même si c'est absolument pas nécessaire, bien évidemment, d'avoir cette expérience passée pour être magistrat. Mais c'est ce que évoquait Yannick d'ailleurs dans l'extrait qui a été lu. Pour être magistrat, il faut avoir un vrai équilibre professionnel et une vraie maturité. Et je pense, moi, quand j'étais étudiante, quand j'ai terminé mes années de droit, je n'avais pas, je pense, la maturité et les responsabilités qui vont avec pour occuper ce poste de magistrat. Donc moi, il m'a fallu quelques années pour mûrir, si je puis dire. Il y a d'autres étudiants qui sortent de la faculté de droit, qui vont passer le concours et qui vont ensuite être magistrats à 26-27 ans et vont être d'excellents magistrats. Donc c'est vraiment très spécifique au caractère et à la personnalité de chacun. J'avais encore une question peut-être un peu plus personnelle en fait. Je crois que d'un point de vue personnel, vous qualifiez, m'a dit Yannick, votre époux, de collègue de mari. Et donc je me posais la question, comment ça se passe en fait au quotidien quand on est deux personnalités dans le même cercle de professionnels avec deux fonctions complètement différentes. Est-ce qu'une fois que vous rentrez à la maison, on n'en parle pas voilà, il faut mieux pas en parler, sinon ça se passe très mal. J'ai toujours le dernier mot, et c'est moi qui ai raison. On essaye, moi mon mari est effectivement procureur au parquet, donc on a deux fonctions qui sont extrêmement différentes, donc c'est plutôt positif. L'idée pour lui, c'est qu'il a cette capacité quand il arrive à la maison d'arriver à fermer la porte, et la porte de son cabinet est complètement fermée. Moi, j'ai un petit peu plus de mal, et comme vous l'indiquiez tout à l'heure, c'est vrai que je transporte parfois mes dossiers avec moi et j'ai du mal à y faire abstraction. Donc de temps en temps, effectivement, j'en parle, mais c'est extrêmement rare. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à confronter nos positions sur des idées, on va dire, presque plus philosophiques, intellectuelles, sur nos fonctions, nos positionnements. J'adore effectivement évoquer un dossier, mais on va plus avoir des débats sur l'application d'un texte juridique pour avoir, lui, mon positionnement, moi, son avis. Donc sur ces aspects-là, c'est intéressant, mais c'est vrai qu'on essaye de ne pas trop parler de nos métiers respectifs pour essayer justement d'avoir cet équilibre et d'avoir un petit peu un arbre de paix quand on quitte nos cabinets respectifs. Et après, allez pouvoir faire un petit tour dans les Cévennes, parce que je crois comprendre que vous êtes... Alors, on est tombés l'un et l'autre d'ailleurs amoureux des Cévennes, avec un nom de famille qui démontre bien que je ne suis pas originaire ici. Oui, voilà. Mais j'ai découvert le Gard et les Cévennes en particulier, et qui à la fois, c'est ce que j'ai entendu d'ailleurs, au-delà des paysages, j'ai été vraiment moi, très très intéressée par la culture des Cévenols, cet aspect très résistant, avec une application des protestants qui est important, et venant de Normandie, il a fallu véritablement, ça peut surprendre, que je m'adapte au comportement et à la culture gardoise. Ça n'a pas été si évident que ça au départ, avec quand même parfois quelques Cévenols qui ont un positionnement vis-à-vis de la loi qui est assez particulier, il y a une autorité qui m'accorde davantage.
Donc il ne faut pas faire preuve d'autoritarisme, mais un petit peu d'autorité, rappeler qu'on est là pour appliquer la loi. Mais quand on écoute les gens et qu'on discute et on commence à échanger intelligemment, ça se passe bien. Mais c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué. Et un jour, c'est sûr que je vais quitter le Gard, mais vraiment je le quitterai avec regret. Je pense que j'y reviendrai bientôt parce que c'est vraiment une très très belle région. Le Gardois est reboussier, comme on dit. Oui. Et j'ai appris les nouveaux mots d'ailleurs. Mais très affectif, après très affectif. Donc, oui. Un grand merci vraiment de partager avec nous votre métier qu'on voit, que vous menez avec passion. Et surtout, merci d'en faire profiter nos étudiants et puis notre établissement, c'est un grand plaisir. Peut-être Nicolas, en tant que juriste, peut-être. Oui, il n'y a pas grand-chose à rajouter, c'est très intéressant. Alors, moi, j'ai trouvé assez intéressant votre parcours, justement, parce qu'on apprend à nos étudiants à construire leur parcours professionnel et vous êtes l'exemple même du fait que un parcours, ça évolue et on n'est pas obligé d'avoir un métier à vie, même si on se destine à la magistrature au départ, on peut très bien bifurquer le droit et a cet avantage d'une variété immense de métiers et donc voilà, il ne faut pas s'abstenir, c'est ce que je dis souvent à mes étudiants, de s'abstenir d'être ambitieux et d'envisager des choses et puis on évolue parce qu'on prend une maturité, parce qu'on voit les choses différemment et donc on peut très bien partir dans une autre direction assez régulièrement. Donc on a des étudiants, chaque année j'ai le plaisir d'avoir chaque année des étudiants qui sortent de Nîmes qui arrivent à l'école de la magistrature, donc c'est toujours un plaisir de voir et on a des liens très étroits avec la magistrature locale également à l'université, donc ça c'est extrêmement précieux. Et donc recommander aux étudiants en droit ou aux lycéens, s'il y a des lycéens qui nous regardent également et qui veulent entrer dans les études de droit, on est en train de... C'est la fin de Parcoursup maintenant, mais bon, il y aura une phase complémentaire, ils pourront toujours se révéler par la suite, de lire des ouvrages de praticiens du droit justement qui racontent ce que c'est au quotidien que d'être dans un métier juridique, donc en l'occurrence ici magistrate. C'est extrêmement précieux parce que le droit, vu de l'extérieur, on a l'impression que c'est des codes, que c'est du par cœur, parce qu'on passe son temps à dire que ça c'est pas du par cœur, mais c'est surtout du vivant quoi. Et ça c'est précieux de l'avoir parce que là dans ce livre c'est du vivant que vous montrez et donc ça reste une matière humaine avant tout et je pense que ça peut séduire beaucoup de gens qui n'ont pas vu le droit sous cet angle-là. Donc merci beaucoup. Merci à vous. Donc, jusqu'au bout de mes peines, chronique d'un juge de l'application des peines qu'on retrouve aux éditions Henrik B. Éditions, dans les bonnes librairies. On peut vous suivre aussi, on n'en a pas parlé, mais j'aurais aimé qu'on ait un peu le temps d'en parler. On peut vous suivre aussi sur Twitter. Vous avez un compte très très actif que je suis depuis quelques mois, c'est @ddr22. Donc on donnera les références dans le chat. Donc à suivre aussi, vous partagez un petit peu votre quotidien au jour le jour, alors des réflexions des fois très judiciaires, des fois pas du tout judiciaires, quelques tweets sur les élections présidentielles et les bureaux de vote paumés dans les Cévennes qu'on a pu découvrir. Il n'y a rien qui est paumé dans les Cévennes. Non, il n'y a rien de paumé dans les Cévennes. C'est juste un peu perdu. Il faut savoir où c'est tout. Voilà. Quelqu'un m'a dit on ne se perd jamais dans les Cévennes et c'est vrai que je ne me suis pas perdue. Il n'y a qu'une route. J'ai fait quelques bureaux de vote et je ne me suis pas perdue finalement. Donc à suivre aussi ce compte Twitter que je trouve moi très, très agréable à suivre sur le quotidien. Voilà. Bon, merci beaucoup. On va poursuivre cette émission du coup avec la chronique de Nicolas qui est la chronique Info du Sup. Alors on sort du droit, encore que ça va concerner également les étudiants en droit et pas que, puisqu'on est maintenant sur une période qu'attendent et redoutent surtout les étudiants, puisque les beaux jours arrivent, mais les beaux jours ça signifie également les examens, malheureusement depuis la nuit des temps. Donc juste quelques petits mots, quelques petits rappels réglementaires sur les examens, parce qu'il y a beaucoup d'interrogations, notamment chez les premières années, parce que c'est des informations qui sont données en début d'année, mais bon, l'année passant, ces informations s'éloignent. Donc, juste pour vous rappeler
qu'il y a toute une série de règles qui s'appliquent en matière d'examen en termes de compensation, ce qui signifie, alors je parle surtout pour les licences ici, que à l'intérieur d'un semestre, les matières se compensent, enfin les unités d'enseignement se compensent entre elles, donc vous n'êtes pas obligé de valider chacune de vos matières pour réussir votre semestre. Ça, c'est le premier élément, c'est la moyenne générale qu'on va faire, moyenne générale pondérée avec vos coefficients, vous avez toutes ces informations qui sont sur les modalités de contrôle des connaissances sur le NT, je vous le rappelle, donc je vous invite à en prendre connaissance d'ailleurs avant les examens. Également la compensation, ça concerne la compensation entre les semestres. Les 2 semestres se compensent, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir 8 au premier semestre. Si vous avez 12 au second semestre, vous validez votre année. Vous n'avez pas besoin d'avoir validé, d'avoir 10 à chaque semestre, ou au moins 10 à chaque semestre. Donc cette compensation, quoi qu'il en soit, elle sera la clé pour passer en année supérieure. Parce que alors, pour le coup, le passage en année supérieure n'est pas possible si vous n'avez pas validé l'intégralité de votre première année. C'est-à-dire que soit vous avez eu la moyenne aux 2 semestres, on n'en parle plus, soit vous avez la moyenne générale sur les 2 semestres par compensation, et là vous passez en deuxième année. Si vous n'avez validé qu'un semestre, mettons pour reprendre l'exemple, vous avez 8 au premier semestre, 11 au second semestre, vous ne validez pas votre année, donc vous redoublez. Un redoublement, ça ne veut pas dire pour autant qu'on repart à zéro, puisque dès lors que vous avez validé un semestre, ce semestre il est définitivement validé. Et dans le semestre qui n'est pas validé, les matières, les unités d'enseignement dans lesquelles vous avez eu la moyenne sont définitivement validées également. C'est-à-dire que l'année suivante, quand vous allez redoubler, vous n'avez pas à repasser les matières qui sont définitivement validées. Vous n'allez repasser que les matières que vous n'avez pas validées sur la première année. Mais attention aussi au fait que ces matières-là, que vous n'avez pas validées, elles repartent à zéro, elles, pour le coup. Donc vous ne conservez pas les notes qui sont sous la moyenne dans les unités qui ne seront pas validées. Alors c'est un peu technique, mais bon, je vous renvoie encore une fois à ce qui est indiqué sur l'espace numérique de travail, c'est le règlement général des examens, et ça c'est assez important de s'y référer avant les examens, c'est bien pour avoir une idée précise de toutes ces règles, sachant quoi qu'il en soit que la meilleure manière de réussir, c'est de réussir partout. Si on commence à rentrer dans les calculs, évidemment, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Les calculs, il faut les faire après, il ne faut pas les faire avant. Yannick, c'est très bien, qui était un étudiant brillant, bien sûr. Vous savez très bien réussir ces années. C'était gratuit. Mais c'est vrai, c'est vrai. Donc bon, si vous avez été assidu de toute façon, si vous avez suivi vos cours pendant toute l'année, si vous avez travaillé régulièrement vos matières dirigées ou pratiques, en principe, ça passe. Évidemment, si vous êtes moins assidu, c'est un petit peu plus compliqué souvent. Et oui, c'est vrai, parce que j'ai eu le jeune professeur Nicolas Leroy en histoire des idées politiques en tant qu'enseignant. J'étais très jeune, parce que je suis encore jeune maintenant. C'est ça. Oui, tout à fait. C'était il y a quelques années, 2-3 ans maximum. Oh oui, c'est voilà. ça. Pas l'année dernière. Ah, oui, ça devait être ça, c'était l'année dernière. Très bien, merci Nicolas pour... Peut-être un rajout juste pour informer les étudiants et étudiantes qu'il y aura un Facebook Live qui sera programmé, alors de mémoire c'est jeudi ou vendredi prochain. Voilà, vendredi prochain. La semaine prochaine. Oui, la semaine, juste avant les vacances. C'est pas ce vendredi? Non, c'est juste avant, tu as raison, c'est juste avant les vacances. À midi. Puisque la situation sanitaire évoluant, vous aurez toutes les dernières informations quant aux dispositions qu'il faudra prendre ou pas pour la tenue des examens. Voilà. Vendredi prochain. Vendredi 22 voilà, à midi, juste avant vendredi de la recherche. Oui, je complète juste, j'ai oublié un truc. Ça me paraît tellement évident que j'ai oublié de le dire, mais chaque année on a des questions en fait sur la compensation. Est-ce que c'est maintenu, est-ce que c'est pas maintenu? C'est maintenu bien évidemment, et sont également en place les rattrapages pour les étudiants qui n'ont pas réussi leur semestre, que ce soit directement ou par compensation. Ils ont la possibilité d'avoir une deuxième chance. C'est ce qu'on appelle donc la seconde session, la session de rattrapage qui a lieu au mois de juin. Donc rattrapage du semestre d'automne ou semestre impair sur la première quinzaine de juin, et rattrapage du semestre de printemps ou semestre pair, S2, S4, S6, sur la deuxième semaine de juin. Voilà. Mais par contre, ces rattrapages ne sont possibles que pour les gens qui n'ont pas validé. Les gens qui ont validé ne peuvent pas passer les rattrapages. Très bien, merci. Et entre-temps, j'ai eu le temps de faire la soustraction, c'était il y a 12 ans. Oh là là. Voilà. Bref. Merci pour cette rubrique. On va passer donc à Iseli, c'est la rubrique culte unime.
Alors la dernière fois, nous avions parlé de la semaine du développement durable, des JACES, c'est-à-dire le printemps des arts, et nous avions parlé de la journée événement qui allait se dérouler par rapport aux orientations de genre, aux identités de genre et aux orientations sexuelles. Nous allons reparler de la même chose, mais juste différemment, puisque la dernière fois, donc, je vous disais que ça allait arriver, mais que ce n'était pas encore arrivé. Maintenant, c'est arrivé, donc nous allons faire un petit bilan de tout ce qui s'est passé. Donc dans un premier temps, les journées du développement durable, la BU avait organisé, donc je vous le disais la dernière fois, une bouturothèque. Cette bouturothèque a remarquablement bien marché puisque nous avons donné un petit peu plus de 60 boutures, donc récupérées sur les plantes de la BU, mais également dans les jardins des bibliothécaires. Ça a tellement bien marché que nous avons même la volonté de continuer cette bouturothèque pendant un certain temps, voire autant de temps que possible, avec peut-être une volonté de faire du troc entre bibliothécaires et étudiants, du troc de boutures. Et oui, donc les étudiants pourront amener des boutures et les bibliothécaires déposeront les leurs. Donc voilà, la bouturothèque ne sera pas perdue. Donc ça, c'était le développement durable. Ensuite, nous avons eu la semaine dernière donc le printemps des arts, qui a été un grand succès sur plusieurs points. Donc déjà, premièrement, le carnaval. Donc vous avez pu admirer les photos sur Instagram. Donc c'est remarquablement bien passé, avec beaucoup de jolis déguisements. Il y a également eu des événements musicaux dans les douves. Les étudiants les plus talentueux ont pu donner de la voix, mais également jouer du piano et de la guitare. Donc depuis la bibliothèque, nous avons bien profité, puisque nous entendions dans nos bureaux depuis les douves. Voilà, donc félicitations à ces étudiants-là. D'autre part, félicitations également aux étudiants et aux étudiantes qui ont participé au concours Prise de vue d'Occitanie, donc concours photo, dont les photos ont été exposées à l'occasion du Printemps des Arts. D'ailleurs, sur ces 9 étudiants, 5 ont été sélectionnés qui pourraient faire partie des 28 photos du concours Prise de vue qui vont être donc exposées dans différentes BU. Donc nous attendons l'exposition qui devrait arriver sous peu à Nîmes, et donc toutes ces photos, donc les 5 photos sélectionnées de nos étudiants, seront exposées dans la BU. Et enfin, donc vous remarquez, on a fait le développement durable, les JACES, et nous arrivons donc à la journée d'aujourd'hui. Donc je le rappelle, le président l'a déjà dit, et puis vous avez vu les 2 étudiants de tout à l'heure. Dès 16h cet après-midi, il y aura différents ateliers, donc des stands qui seront disponibles dans la cour de l'université. Vous pourrez venir participer, découvrir chaque stand et chaque activité, et il y aura apparemment des petites choses à gagner, arriver au dernier stand si vous les avez tous faits. Il y aura également une conférence et des témoignages qui seront donc à l'amphi A1. Donc une conférence sur les identités de genre et l'orientation sexuelle, et également donc des témoignages de personnes LGBT sur leur vécu, voilà, autant du vécu de la LGBT-phobie que voilà, des témoignages de leur vie et de comment ils vivent tout ça. Donc je vous invite très 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 fortement à participer à cela. À la BU, nous avons notamment organisé une liste d'ouvrages. Normalement, vous avez dû la recevoir sur la messagerie de l'université, autant sur les messageries étudiantes que sur les messageries du personnel de l'université. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne vous présente aucun ouvrage, puisque vous avez tout sur votre messagerie déjà. Et vous pouvez également les retrouver donc au 2e et au 3e étage. Donc ce sont les présentoirs noirs qui tournent. Donc là, vous avez une vingtaine d'ouvrages à chaque étage. Donc DVD, BD, romans, mais également ouvrages de sociaux, ouvrages de psychologie, donc sur les questions LGBT. En bas, sur le présentoir, sur l'accueil, en fait, sur la borne d'accueil, vous avez donc une sélection de DVD et d'ouvrages sur le sujet. Alors, si je peux vous conseiller 3 titres particulièrement, je vais vous conseiller la BD Reconnaissance, qui a donc été écrite et dessinée par Laurier, une personne trans, et qui regroupe donc des témoignages de personnes trans sur la transidentité, sur la transphobie. Donc celle-là est très intéressante, je vous la conseille fortement. Je vous conseille également le film Pride, que vous pourrez donc là encore retrouver. Ils sont tous sur la banque d'accueil, donc ils sont faciles à trouver. Le film Pride, qui est un film historique qui se passe donc en Angleterre sous Thatcher, et qui parle donc d'un groupe de jeunes LGBT
qui avait organisé les lesbiennes et gays en soutien aux mineurs pendant les grèves des mineurs sous Thatcher en 1984, sauf erreur de ma part. Film fort intéressant et de plus historique. Et enfin, le roman Adieu ma honte, qui est un témoignage donc d'un footballeur français qui témoigne donc de son vécu à la fois d'homophobie intérieure et vécu dans le milieu du foot ces dernières années. Donc voilà, très très bon ouvrage qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, 2021, sauf erreur de ma part, et qui est également sur la banque d'accueil. Voilà. Très bien, merci. Tous ces événements et recommandations. Donc si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas dans le chat, bien sûr, vous pouvez participer. Il est désormais temps de sortir les traducteurs pour arriver à comprendre ce qui va se passer. C'est maintenant, c'est la rubrique de Tom, c'est l'instant geek. Oui, merci Yannick. Ah, c'est déjà parti. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à vous présenter. Et d'abord, ce que vous allez avoir en fond pendant que je parle actuellement, c'est le Airplace. Alors le Airplace, c'est un événement qui a eu lieu sur Reddit, donc un réseau social, qui était en fait une toile collaborative sur laquelle chaque utilisateur pouvait poster un pixel de couleur toutes les 5 minutes. L'objectif, c'était de proposer une grande œuvre d'art collaborative avec tous les utilisateurs, et on peut voir que les utilisateurs s'en sont beaucoup saisis. C'est la deuxième édition du Airplace, mais cette édition elle a été marquée par une très forte participation des communautés Twitch françaises, puisque les streamers français se sont appropriés cet espace et ont créé un énorme événement qu'on appelait la Pixel War, puisqu'en fait on a eu la guerre entre plusieurs communautés pendant tout un week-end, pendant laquelle les streamers tentaient de créer des œuvres d'art. Donc là on va voir bientôt, la toile va s'agrandir, et en bas à gauche vous allez voir un grand drapeau français qui a été défendu par énormément de streamers face à des attaques permanentes de streamers américains et espagnols. Ça a été un très gros événement. Beaucoup de streamers se sont mobilisés. On peut citer Kameto qui a été un peu le leader de cet événement. Inoxtag, Amine, Billy, Tonton de Twitch, Zerator, Antoine Daniel, Baguera, j'en oublie beaucoup, Fukano évidemment qui fait partie de l'équipe de nuit. C'est très intéressant, c'est très chouette, il y a plein de best-of qui sortent en ce moment, donc n'hésitez pas à aller voir cet événement, c'était absolument fascinant. Autre événement qui a été annoncé récemment, c'est une compétition de Formule 4 qui va avoir lieu sur Twitch en octobre. Donc c'est Squeezie qui a annoncé ça, c'est 20 créateurs de contenu qui vont s'affronter sur le circuit du Mans, dont la plupart sont évidemment des amateurs, ne sont pas du tout des professionnels de l'automobile, encore moins de la course. Et du coup, ça risque d'être un événement fort sympathique. Pour l'instant, on a juste eu un trailer avec l'annonce des personnes qui vont participer, mais ce sera sûrement un événement à suivre qui va être particulièrement intéressant et qui surtout montre que sur Twitch, on arrive à faire des choses assez exceptionnelles, mine de rien. Surtout partant de gens qui sont souvent des amateurs. Autre débrief, moi aussi je vais reparler de quelque chose dont j'ai parlé la dernière fois, la ZLAN. Donc vous avez dit que la ZLAN allait avoir lieu, elle a eu lieu. Donc la ZLAN, pour rappel, c'est une compétition e-sportive qui a la particularité d'avoir lieu sur une dizaine de jeux au lieu d'un seul jeu, comme dans la plupart des compétitions. Ça a été un week-end de compétition assez intense avec beaucoup de participants, beaucoup de viewers. On est monté à 200 000 viewers si je ne me trompe pas. Et donc du coup là vous avez un extrait de la compétition sur Elden Ring. Donc on félicite évidemment l'équipe Ghouls composée de Leaf, un ancien joueur de Overwatch, Shu et Oslo, qui ont emporté en finale face à l'équipe Mercatoed emmenée par Titati Tutu, Nico et Tak. Alors moi je tiens à dire que j'étais un peu triste dans la compétition puisque mes favoris ont été éliminés assez tôt dans la compétition, mais c'est comme ça, c'est le jeu. D'ailleurs, l'e-sport, on en a aussi eu sur la chaîne Twitch de l'université. On a eu une compétition d'e-sport, Unimi-sport, qui a eu lieu sur FIFA, un jeu de football. Donc, on est en train de vous préparer un petit best-of, une petite compilation. On vous diffusera ça dans le prochain Jeu d'Unim. C'est pas encore prêt, mais ça va arriver. Autre événement, alors là, j'ai pas d'image puisque la vidéo date d'hier. J'ai monté hier et l'événement a eu lieu hier soir. Un stream au musée du Louvre de Samuel Etienne qui nous a proposé une visite privée du musée du Louvre la nuit avec des conservateurs. Donc, c'était très intéressant. Normalement les replays sont déjà disponibles sur sa chaîne, donc ça peut valoir le coup d'aller voir ça. C'est pas mal intéressant et c'est assez chouette. Et pour finir, la dernière fois je vous avais parlé des As d'Or, cette remise de prix des meilleurs jeux de l'année, les meilleurs jeux de société.
de l'année. Et du coup, j'ai fait des recommandations, ça a été plutôt apprécié, donc je me suis dit que j'allais vous faire quelques recommandations sur des jeux de société qui sont plutôt sympas en fin de chronique. Donc première recommandation, c'est un jeu qui est ultra classique que les joueurs connaissent sûrement, les gens qui jouent beaucoup à des jeux de société connaissent sûrement, c'est les Aventuriers du Rail. Les Aventuriers du Rail, c'est un jeu dans lequel les joueurs jouent des industriels de l'industrie ferroviaire pendant l'industrialisation, et l'objectif c'est de créer des voies de chemin de fer pour rallier différentes villes. C'est un jeu super agréable à jouer entre amis, vous le connaissez peut-être sous le nom de Ticket to Ride, puisqu'il y a une version en ligne qui a le nom anglais, Ticket to Ride. C'est un jeu qui est très très beau, très très sympa, et je vous invite évidemment tous à y jouer. Autre recommandation, qui est un de mes jeux favoris à titre personnel, c'est Carte Aventura. Donc Carte Aventura, c'est une série de jeux de cartes du coup, qui sont des jeux d'aventure immersifs et historiques, qui se font en fait avec des cartes, donc c'est collaboratif. Vous allez retourner des cartes et avoir des actions à accomplir, un petit peu dans l'idée d'un livre dont vous êtes le héros, sauf que là on s'ancre dans des contextes historiques et géographiques particuliers. Donc on a Carte Aventura sur Lhasa, on en a un sur le désert du Sahara, on en a un qui se passe pendant les légendes arthuriennes. C'est vraiment une série de jeux qui est très très chouette. C'est des petites boîtes, donc c'est pratique à ranger, et en plus de ça, c'est des jeux qui sont pas mal accessibles, donc évidemment, si vous ne connaissez pas ça et que ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à vous plonger dedans. Donc Carte Aventura. Et finalement, un jeu pour enfants, au cas où, pour les gens qui nous regardent et qui ont des enfants ou qui sont des enfants, voire des grands enfants, Kraken Attack, qui est un jeu coopératif dans lequel on joue un équipage qui essaye de se défendre contre l'attaque d'un kraken. Donc c'est un jeu très très joli, tout le monde joue ensemble, c'est vachement accessible, c'est vachement agréable à jouer, c'est très rigolo. Et en plus de ça, je trouve que la boîte et le jeu sont très beaux. Donc j'ai pas d'image à vous montrer, mais croyez-moi sur parole, c'est très beau. N'hésitez pas à aller voir ça. Donc Kraken Attack, un jeu qui est beaucoup plus accessible pour les enfants et qui est vachement chouette à jouer également. Donc voilà pour ma chronique de l'instant geek, une petite recommandation. Donc voilà, je rappelle les titres si jamais, les Aventuriers du Rail, Carte Aventura et Kraken Attack. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. Ça fait toujours plaisir de parler de jeux de société sympas, puisque dans le cadre de mon stage au service recherche, j'ai l'occasion de travailler sur des jeux de société, qui est ma grande passion et mon sujet de recherche. Donc du coup, ça me permet de me plonger un petit peu plus là-dedans et de vous proposer des recommandations en fin de chronique. Ouais. Donc voilà. Je vois Kraken Attack avec Yannick. Complètement. On a passé la journée d'hier à faire ça, c'était formidable. C'est ça les cris. Et oui, c'est ça. Il pleurait de perdre. Sur le collaboratif, Yannick. Ah, c'est pour ça qu'il pleurait peut-être. Au bout de 8 heures, j'ai toujours pas compris. Très bien. Moi, merci beaucoup Tom pour toutes ces recommandations. Moi, j'ai un peu regardé effectivement les vidéos en accéléré du Airplace de Reddit. Ça fait vraiment une fresque artistique à suivre. Il y a des vidéos très courtes de 2 minutes, comme une de celles que tu as montrées. C'est vraiment très intéressant. C'est ça. Celle que j'ai montrée, c'est la vidéo officielle qui est disponible sur le YouTube de Reddit et sur Reddit directement. Okay. Et si jamais vous voulez voir un peu ce qu'on fait les streams en français, il y a plein de best-of qui sont en train d'apparaître. Donc, ça peut valoir le coup d'aller. Non, c'est vraiment très sympa. Bon, quand on parle de guerre, c'était fait en bonne entente, évidemment. Bien sûr. Enfin, pas toujours. Oui, c'est vrai. Il y a eu des moments. Voilà, très bien. Bon, on va passer à la suite et donc à notre dernière rubrique qui va être la petite rubrique du jeu de fin d'émission. Et donc, chose promise, chose due, j'avais promis un déguisement pour cette rubrique, donc j'avais pas forcément trop de déguisements sous la main, donc j'ai dû faire appel à ce dont nous disposions à l'université. Et il a fallu donc que je trouve un thème qui allait avec. Donc ce sera aujourd'hui, donc je mets ça sur le côté. J'ai aussi la petite écharpe évidemment qui va avec. Hop. Donc le thème, l'écharpe est unime évidemment. Le thème c'est pas les diplômes en plus. Oui, c'est une des nouvelles évidemment. Le thème n'est pas un thème sur les études et les diplômes, puisqu'on avait déjà fait ça, mais ça va être un thème sur les productions américaines qui concernent les études. Donc un peu l'imaginaire qu'on a sur les études avec le chapeau de diplômé à l'américaine. Et oui, il faut savoir donner de sa personne quand on travaille à l'université de Nîmes. Donc on va parler beaucoup de college movies, de teenage movies américaines et de production. Je sais que... Alors je voulais faire une blague que j'ai oublié de faire, je voulais dire qu'on allait faire un quiz sur le jardinage pour Benoît, puisqu'il nous a révélé vendredi dernier que c'était pas trop sa passion. Mais voilà. Donc première question, on cherche une... Alors,
Règle du jeu, chacun joue pour soi. Je pose des questions. Ah, on peut faire des équipes, on peut faire vous trois contre Nicolas et Benoît si vous voulez. Allez, on fait 2 équipes. Donc, équipe et équipe Benoît et Nicolas. Très bien, on fait par équipe. Donc, je pose des questions, elles sont parfois assez longues, vous pouvez m'interrompre dès que vous voulez pour donner les réponses. On cherche une actrice donc américaine qui a été découverte dans la série Buffy contre les vampires. Sarah Gray. Non, c'est pas elle. Elle devient une icône des teen movies en jouant dans American Pie. On la retrouve également quelques années plus tard jouant une jeune trentenaire dans la série How I Met Your Mother. Oh, j'ai envie de me... Vous la connaissez, Bah oui, quand même, ça fait 2 ans qu'on étudie. C'est la petite rouquine Madame Cornillon, si vous nous regardez, on est désolé. Oui, vraiment désolé. Oui, c'est quelqu'un qu'on connaît et qu'on a vu. Fiction à l'université. C'est ça. Exactement. C'est l'actrice qui est mariée au grand dans... C'est ça. Oui, c'est ça. Celle qui Dans joue American Pie. Willow dans Buffy contre les vampires. C'est ça. C'est Voilà, elle s'appelle... Eh oui, exact. Très bien. Donc le point pour personne, c'était Alison Hannigan. Et oui. Allez. Et voilà. Très bien. Donc Madame Cornillon nous a maudits sur cette génération, je pense. Très bien. Ce sera donc rapporté à Madame Chabrier et Madame Cornillon, évidemment. Donc, deuxième question. Dans quel film retrouve-t-on Reese Witherspoon interpréter une étudiante en droit qui prend la place d'un avocat lors du procès final du film? Reese Witherspoon, jeune actrice au moment de ce film. Non, vraiment, vous l'avez pas? Le procès. Un procès? Non. Un indice, elle est blonde? Ah, et oui, ça change tout. Eh Le oui. procès blond. C'est-à-dire que bon, Ah, vous devez la il y voir, a très non? peu d'actrices hollywoodiennes qui sont Ah, c'est un film vraiment... c'est une comédie, hein, c'est une comédie très potache. Non, vous n'avez pas? C'était La Revanche d'une blonde? Non. Non, c'est une teen movie américaine. Hein. Allez, vous allez y arriver. Troisième question. Dans quelle série diffusée à partir de 1991 en France, 6 étudiants étudient dans le lycée de Bayside? Une série vraiment très marquante des années 90. Alors nous, on ne sommes pas nés déjà. Non, déjà années 90, début des années 90. Beverly Hills. Pas loin, non, c'est pas ça. C'est un peu plus ancien que Beverly Hills. Benoît, c'est sûr que tu l'as. C'est comique. Oui, c'est une série sur des jeunes Américains. Non, Sauvé par le gong. Oui, c'est ça. Oh. Sauvé par le gong. Bravo, 1 point. Let's go. C'est filmé, c'est enregistré. Ah oui, j'ai mis. Oui, je voyais le B de Béranger. C'était le B de Benoît. Ok, alors ce pompon, ça me gênait un peu. Et oui, ce pompon, c'est une horreur. Attends de me fouetter le visage. C'est une horreur. Alors, de quel pays est originaire le mortarboard, le chapeau du diplômé? Mais c'est pas les États-Unis? Alors, il est L'Angleterre. issu des États-Unis. Non, Rappelez mais le nom. Le Canada. le mortarboard. Mortarboard. Ouais, L'Allemagne. pas l'Allemagne, non, mais c'est un pays européen. La Finlande. Non, L'Écosse. non, Le Danemark. non plus. On va y arriver, hein. Il n'y en a Ouais. pas tant que ça des pays européens, on l'a dit. Belgique. Non, mais la France quand même. La Suisse. Les Pays-Bas. Ah, la France, c'est pas loin. La Belgique. Parce qu'en fait, la France L'Italie. joue l'Italie. C'est ça, Oh. l'Italie. Ça sonne pas Deuxième point. Alors, c'était la biretta, ça s'appelait comme ça. Et donc, ensuite, ce qui était utilisé dans un cadre universitaire. Et ensuite, ça a été utilisé en France, dans les premières universités. Et ça s'est très vite exporté aux États-Unis. C'était utilisé à la Sorbonne, notamment. Les vieux films italiens avec les. Oui, c'est ça, avec la biretta. Au Vatican et tout. Tout à fait. On a déjà eu dans les quiz de fin d'émission des questions sur le film Will Hunting. Et maintenant, je vais vous poser une question sur ce film. Dans quelle ville se passe le film Will Hunting? Boston. Boston, bravo. Oh. Puisque c'était au MIT, évidemment. Donc Boston. Ouais, faudrait C'est sauver le le- mien. Moi, je trouve Je peux écrire. Très bien, mais bravo, voilà, c'est une domination totale. Hein. On est à la question, il reste plus que 3 questions, donc, et vous avez 3 points, 0 points de ce côté.
Dans quelle série diffusée à partir de 1990 sur TF1, quelle série met en scène un groupe de jeunes policiers formant une brigade de police spéciale qui a établi ses quartiers dans une ancienne chapelle? Les policiers sont régulièrement infiltrés au sein de groupes de jeunes à problème. Avec Messi. Mais oui, c'est ça. C'est la pub sauvage. C'est ça. La pub, pardon. C'est ça, il fait tout à fait la pub sauvage. Avec était marié non mais on n'était pas nés hein. Johnny Depp. Oui, l'intelligence trick. C'est ça. Ah, c'est fait. Bravo, C'était ça. C'était ça. Est-ce qu'on peut avoir des séries où on était nés? Parce que ça arrive immédiatement. Alors très exactement, des séries où on avait plus de 5 ans, c'est-à-dire qu'on puisse s'en souvenir. Parce que peut-être qu'en 97, en attendant, vous menez 3-1, donc je pense que c'est équilibré. C'est pas grâce à nous qu'on est. Alors, question 7, avant-dernière question. Dans quelle série ça va aller très vite. Voilà. Dans quelle série suit-on les aventures de jeunes chercheurs? Big Bang Theory. Voilà. C'était Big Bang Theory. Des jeunes chercheurs de Caltech, de Pasadena. C'est une de mes séries préférées et Henrik Édition, au sens pas Henrik Édition, c'est une autre édition, a sorti un livre, Le Droit, dans Big Bang Theory notamment, qui est très très bien fait. D'accord, on se renseignera là-dessus. Oui. Donc effectivement, on a donc des chercheurs de Caltech à Pasadena, Californie. On retrouve les personnages de Amy, Bernadette, Howard Sheldon, Raj, Leonard et Penny. Et c'était donc de Big Bang Theory. Dernière question. Nous cherchons une série diffusée à partir... Alors, je ne la connais pas. La question m'a été soufflée par une camarade de jeu, peut-être membre de l'équipe de présidence de l'établissement. En tout cas, elle ne nous a pas donné la réponse. Non, je lui ai dit qu'elle avait le droit de vous donner les réponses, mais uniquement si c'était des mauvaises réponses. Mais elle ne l'a pas fait. Nous cherchons une série diffusée à partir de 2008 et c'était sur Virgin 17. Bon. Elle met en scène des étudiants intégrant des fraternités et sororités aux États-Unis. On retrouve l'histoire de Rusty Cartwright, j'imagine, qui est en première année au sein de l'université et qui fait des efforts pour changer son image de geek. Sa grande sœur Casey possède une place confortable dans la sororité Zeta Beta Zeta. Non, vous n'avez pas du tout? Si, je pense que... C'est pas High School. Voilà. Non, c'est pas High School. High School, pardon. Donc, un indice, la série a le nom d'un alphabet, le nom qui se dit en anglais, qui fait référence aux lettres utilisées pour nommer les fraternités. Greek Alphabet. Non. T'as dit quoi? J'ai dit Greek Alphabet. C'est pas tout à fait ça, mais c'est une bonne réponse quand même, parce que c'était Greek, le nom de la série. Très bien, c'était la série Greek. Donc là, on a eu un truc sur les fratries des études et on n'a pas eu High School Musical. C'est ça. Ouais, j'ai refusé. En fait, j'ai mis un veto sur High School Musical. Donc voilà, une victoire écrasante, 5-1 donc de la team Bérangère, Tom, Iselis contre Nicolas et Benoît. Rien à dire. Rien à dire, oui, là c'est sans appel, c'était très bien. Je me permets de quitter ce mortarboard qui est assez désagréable à porter. Je plains nos étudiants pour la remise de diplôme. Très bien, on arrive à la toute fin de l'émission. Merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup Bérangère pour votre venue sur cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont regardés. Merci à Gaël et Marine qui a dû nous quitter. Merci à Nabil pour l'audiovisuel et la régie. On vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas à participer à nos événements de la journée. On rappelle le don du sang, la journée sur les discriminations. Voilà. Bon, n'hésitez pas à vous y rendre. On a la couleur ronde samedi. Voilà. Participez à tout ça avec nous. On se retrouve dans un mois à peu près pour l'édition de mai. Merci à tous et au revoir.